Voilà, donc l'idée c'était d'intervenir aujourd'hui pour envisager une perspective au-delà des frontières sur après ce qui s'est passé hier et pour l'enjeu de l'eau globalement au niveau de la Terre. Donc on est bien sûr aujourd'hui tous et toutes encore un peu dans le vertige de ce qui s'est passé hier, de cette journée formidable et effroyable. Ce qu'on a fait, c'est vraiment un acte franc, massif, direct et explicite pour l'eau. C'est aussi une marque indélébile, renouvelée et préméditée d'une volonté de dissolution criminelle, non du gouvernement Macron, ce qui aurait pu être le cas avec le 49.3 il y a quelques jours, mais de la chose commune, de la res publica, de la République. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça, c'est la dissolution non du gouvernement, mais de la République. C'est ça qu'ils nous ont montré hier et qui nous montre dans la réforme contre les retraites, qui nous montre actuellement aujourd'hui dans une lutte, dans, je ne sais plus où, dans le sud de la France, contre l'installation d'une voie rapide, avec un dispositif policier proportionné à ce qu'on a eu hier, en beaucoup plus petit, mais proportionné quand même. Ce geste qu'on a fait, donc, ce geste qu'on a fait a indiqué ce à quoi nous autres, les humains, nous aspirons pour le Marais Poitevin, qui est une zone humide majeure pour le continent sur lequel on habite. Et plus globalement, ce à quoi nous aspirons pour la Terre et cet espace où il nous a été offert de vivre. Je considère que ce geste, ça a été un geste paysan. On a vu des très belles plantations, entre autres. Ça a été un geste habitant. Nombre de personnes venaient vraiment d'ici, hier et aujourd'hui, et viennent aujourd'hui. Un geste altruiste, mais aussi c'était un peu un geste de désespoir, parce que si on n'a plus d'eau, on ne sera plus... Enfin, si on continue comme ça, on n'aura plus d'eau, et ça, vous comprenez bien les conséquences. Il s'agit donc aujourd'hui de se redonner de la perspective, voire même potentiellement un peu d'espérance, pour essayer de trouver mieux que ce qu'on nous a opposé hier. C'est du moins l'objet de cette table ronde qu'on a appelée internationale, qui aurait pu être altermondiale, comme l'altermondialisme, mais en fait qui est intermondial, parce qu'il n'y a pas d'altermonde, il n'y a pas d'autre monde, c'est que ici et maintenant dans lequel on vit, et qu'il faut bien transformer l'endroit où l'on vit si on veut continuer à y vivre, nous autres humains, mais aussi avec nos voisins non humains. Nous allons donc essayer de croiser nos réalités à travers les montagnes et les océans, à travers leurs frontières administratives, pour construire ensemble un imaginaire politique. Cet imaginaire, ça pourrait être celui de nos bassins versants. Nous pourrions prendre l'exemple, je l'ai déjà dit, désolé pour ce matin, l'exemple d'une goutte qui tomberait en Bretagne, dans le massif armoricain, sur du granit, qui pourrait s'évaporer à travers une évapotranspiration, pardon, la fatigue faisant, ça devient difficile, pour aller par exemple au Maroc, sur la plaine du Souss Massadra, dans le Haut-Atlas, enfin avant la plaine, dans le Haut-Atlas, s'infiltrer dans la plaine du Souss Massadra, où on trouve des femmes subsahariennes qui travaillent, et des hommes aussi, mais les femmes c'est vraiment, pour l'avoir vu, vraiment terrible, à 1 € par heure, 48 heures par semaine, sans vacances, pour produire. Donc cette eau est pompée pour qu'elle puisse produire des tomates, elle est pompée, et à ce moment-là c'est devenu tellement profond depuis 10-15 ans que maintenant on amène de l'eau de l'océan quand on pompe dans le Souss Massadra, pour essayer d'irriguer sans trop stériliser ces tomates, qui du coup, avec leurs petites adjonctions de produits, se retrouvent dans des usines marchandes comme on a à côté, dans des grands magasins, à 1,50 €, 2 €, avec l'inflation c'est peut-être un peu plus, le kilo de tomates. Et c'est ça en fait, cette goutte d'eau, elle a fait tout ce chemin pour venir jusqu'à nous nourrir. Et du coup l'idée c'est d'enrayer cette mauvaise musique. Et pour ça je nous invite, dans le cadre du panel des gens qui vont intervenir, comme dans la salle, à envisager comment nous pourrions construire un vivre ensemble entre vivants, et pas que entre humains, en partant de la perspective de notre bassin versant. Alors c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre du premier abord, mais l'idée, à travers notre vallée, à travers la manière dont on pourrait ancrer notre pensée là-dedans, et des humains et des non-humains qui y vivent, on pourrait envisager un nouveau point de départ qui nous permet, pour nos politiques, qui nous permettrait de dire, par exemple, ce point de départ, ça serait de faire revenir une population de demoiselles ou de libellules, comme dans le Marais, ou d'anguilles, comme dans le Marais aussi. Je pense au ruisseau près de chez moi où il y avait des anguilles, il n'y en a plus. De faire revenir ces anguilles ou ces libellules en masse dans nos cours d'eau, et à partir de ça, ça peut nous permettre de tirer un fil qui nous amènerait à savoir comment est-ce qu'on pourrait être en lien avec l'autre vivant, mais aussi avec l'autre humain réfugié, l'autre humain d'un autre sexe. On pourrait également penser comment produire notre alimentation pour les humains, comment travailler, comment et quand partir à la retraite, parce qu'il y a une retraite dans un monde à plus 4 degrés, il n'y a aucun système qui fonctionne sur ce genre de choses. Et c'est là aussi un angle mort. Pardon, j'ai oublié de me présenter, je suis Baptiste, BNM 29 et solidaire. Vous comprenez peut-être le lien
l'histoire des retraites en ce moment. Et on a bien vu d'ailleurs des violences assez proches hier que celles qu'on peut voir dans les grandes villes et ailleurs, partout en France. Et donc comment nous connecter aussi aux autres bassins versants à travers ce fil d'eau et ces petites anguilles, ces libellules, aller jusqu'aux autres bassins versants dans notre biorégion, comme dirait Gary Snyder, ces biorégions qui sont reliées au moins par l'océan. Et donc nos invités vont ainsi nous faire connaître des réalités qui viennent donc d'autres biorégions, donc ces régions biologiques, ces régions géologiques qui ont des choses en commun, dont des bassins versants. Derrière notre ligne de partage des eaux, elles vont venir nous faire découvrir donc leur réalité. Ouvrons grand les oreilles, je crois que nous avons beaucoup à découvrir, sans doute à apprendre ensemble. Et du coup, vous qui venez d'au-delà des montagnes, qu'est-ce que le fait de penser à travers un bassin versant, à travers notre environnement de vie, qu'est-ce que ça vous apporte de penser à travers ces bassins versants-là et qu'est-ce que ça nous amène dans la lutte? Et donc pour ça, je vais essayer de retrouver les invités parce que ça a beaucoup changé. Je vais accueillir, alors j'ai dit ouvrir vos oreilles parce que ouvrir vos yeux, il devait y avoir un grand écran avec une vidéo projetée et en fait ça n'a pas marché, donc on continue de surfer. Je vais essayer de bricoler quelque chose. Donc Irénée de la CSP Con Lutas et Camila du mouvement des personnes affectées par les barrages au Brésil qui vont nous décrire leur réalité, donc qu'elles soient à distance, parce qu'aujourd'hui, ce week-end, il y avait aussi un grand mouvement contre les barrages au Brésil, contre un barrage en particulier, qui les a empêchés de pouvoir venir nous retrouver. Et quelque part, je suis plutôt content qu'elles soient à lutter là où elles sont. Ensuite, on aura d'Italie Ludovica, qui doit être quelque part par la droite, qui va venir nous parler. Je vais lui laisser présenter ces organisations. Je vais proposer à David, je ne sais pas si ça va pour BNM, pour faire aussi une restitution de ce matin, des perspectives qu'on s'est données un petit peu ce matin dans les luttes locales, parce que les luttes locales, c'est aussi ça l'intermondial. Ensuite, Paul, je ne sais pas où il est, qui vient nous parler du pays dans le pays et d'autres organisations en Belgique, qui a fait le voyage et qui a eu lui aussi des intempéries, puisqu'il a été bloqué toute la nuit à Niort, et c'est vraiment super l'effort qu'il a pu faire. Ensuite, on va faire intervenir, je ne connais pas le nom du camarade du Lakota. On va faire intervenir Robin, probablement Wallace. Non, c'est pas ça. On va faire intervenir Robin qui vient du Lakota en Amérique du Nord pour qu'il nous raconte leur réalité. Et Morgane Audi pour la Via Campesina, j'espère qu'elle est par là. Et enfin, pour terminer, pour la Fondation Daniel Mitterrand, un trio qu'on va vérifier avec Sylvain probablement et quelques d'autres globers. Pour nous parler de ce qui s'est passé aussi et du coup d'essayer de faire un fil conducteur avec les événements de ces derniers jours jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Olá, companheiros e companheiras, queria saudar essa atividade. Eu sou Irene, do Movimento Luta Popular do Brasil, um movimento social que organiza trabalhadoras e trabalhadores entre os setores mais precarizados para fazer lutas a partir do território, ocupando terras para ter moradia, lutando por melhorias nos bairros periféricos, lutando contra a violência policial e lutando por melhores condições de vida diante de tanta violência que o capital impõe sobre os mais pobres, especialmente em países do sul global, em países da periferia do capital como é o nosso. Queria parabenizar essa atividade, porque quem luta contra a mercantilização da água está lutando contra o avanço do capital sobre as nossas vidas. O capital nos oprime, nos explora, nos esmaga em todas as dimensões da nossa vida. Por isso, a classe trabalhadora, ao longo da história e nas mais diversas realidades, encontra diferentes formas de se organizar para resistir e para construir ferramentas para lutar por uma outra forma de sociedade. E a questão da água não é uma questão secundária. A questão da água é uma forma de apropriação do capital dos bens humanos, dos bens do planeta, dos bens úteis para todos os seres vivos poderem viver, para a vida poder prosperar, se apropriar disso para poder acumular mais. E a maioria dos megaprojetos que envolvem a questão da água, seja através de privatizações, seja através de hidrelétricas, seja através da destruição ambiental, são tentativas do capital, através do dito progresso, destruir ainda mais a nossa vida para garantir os seus interesses e a sua acumulação. É por isso que nós aqui no Brasil fazemos parte da CSP Con Lutas, que é uma central sindical e popular
que busca ser um ponto de apoio para aglutinar e reunir várias formas de luta, várias formas de organização que a nossa classe encontra para lutar. Isso é particularmente importante porque a exploração do capital não se dá apenas no espaço diretamente da produção, mas também no espaço da reprodução da nossa vida. E mais do que isso, especialmente sob o neoliberalismo, o capital avança para mercantilizar e incluir a exploração também nos espaços da reprodução da vida. Então a gente fica muito contente de saber dessa resistência importante que tem acontecido na França e queremos compartilhar com vocês um pouco de algumas das experiências que existem no Brasil sobre isso e dizer que a unidade da classe trabalhadora, através de espaços em que possam ser acolhidos e possam ser unificadas todas as formas de organização e de luta para resistir ao avanço do capital e em defesa da vida, para que a gente tenha a força necessária para construir outra sociedade, organizando os de baixo para derrubar os de cima, expropriando os capitalistas para poder que volte para a mão daqueles que produzem todos os meios para a gente poder viver. E é isso que a gente quer e é por isso que a gente defende a construção de uma revolução que só vai ser possível juntando todos os setores da classe e atacando em todas as frentes que o capital nos ataca. Obrigada, boa atividade. J'ai essayé de faire un appel, et c'est encore mieux. J'ai essayé de faire un appel en fait ce matin à qui avait envie, donc on a eu un certain nombre de personnes. En gros là, ce qui essaie d'expliquer, il y a quand même un élément intéressant et je vais laisser la parole à la camarade. En tout cas, la CSP con lutas, ça veut dire la centrale syndicale et populaire con lutas, dans les luttes. Donc c'est la centrale syndicale et populaire. Ce qui est génial, c'est qu'ils font des occupations de terres urbaines où ils installent peut-être parfois des quartiers de 3000 personnes. Avec des boulangeries, avec des systèmes d'adduction en eau, le retraitement des eaux, la gestion de la sécurité, les écoles. Mais ils ont aussi à côté de ça des syndicats de mineurs, ils ont des syndicats de travailleurs de la forêt, y compris en Amazonie. Ils ont des enseignants dans ce syndicat-là. Et donc ce mélange de travail et de côté populaire, ils ont aussi des communautés amérindiennes qui font partie de la centrale syndicale. Elle a un élément qui est super intéressant et dont on pourra peut-être reparler, c'est qu'on peut envisager à travers ça, par exemple, la notion d'un syndicat de bassin versant. Un syndicat qui serait un syndicat lié au travail et aux habitants. Ce serait potentiellement une perspective qu'on pourrait se donner à l'issue de cette conférence. Et on voit après, du coup, Camilla expliquer les enjeux pour les populations amérindiennes de la privatisation de l'eau par des grands barrages et tous les dégâts que ça fait, non pas que sur les populations autochtones, les populations amérindiennes, mais également à tout leur environnement et à quel point ça détruit leur culture et ça détruit la capacité cet espace humain, non humain mélangé de pouvoir continuer à vivre. C'est vraiment décevant parce que cette vidéo elle est vraiment belle. Ils sont en plus, c'était compliqué pour eux de la produire et elle, plutôt pour elle de la produire. Donc bah voilà, au moins allez, un petit merci pour eux. Et bah Magnolia va nous présenter du coup effectivement ce qu'elle plus envie ce qu'elle connaît de ces situations. Bonjour. Excuse-moi, je ne sais pas bien parler le français, pardon, mais je suis là à collaborer. Moi aussi, je suis na défense de l'eau, du milieu ambiental et du social à longues années, dans ma adolescence. Et après, et alors après connaître M. François Pelletier, Catherine Lacroix, sont français, on a créé une association qui s'appelle Homme Nature en France, justement pour combattre, pour documenter, pour aller contre tout ce qui arrive dans mon pays, principalement dans le côté Amazonie et Amazonie légale. Et justement pour ça, je suis, comme François Honnête, et moi principalement menacée de mort. Et c'est pour ça que je suis en France. Et c'est pour ça qu'on écrit un bouquin au moment par rapport à tout ça. L'eau, vraiment, au Brésil, c'est un problème très sérieux par rapport
non seulement par rapport au Brésil, mais par rapport au planète. Et ce côté barrage, c'est vraiment c'est horrible. Par exemple, je vais vous donner un exemple du Belmonte. Belmonte, ouais, vous avez écouté parler du Belmonte. Belmonte, alors, no Xingu, c'est le portal d'Amazonie. Et c'est Lula qui a fait. C'est Lula qui a détruit la région. C'est Lula et Dilma. Quand je vois quelqu'un en Europe parler que Lula c'est un criminel. Et maintenant, ils ont pris le Brésil. Il n'a pas gagné les élections. Ils ont s'approprié avec des factions criminelles. Les patriotes, c'est les vrais Brésiliens qui se battent pour le milieu ambiental, pour l'eau, pour les gens, pour les communautés, pour les extrativistes, pour les ribeirinhos et pour toutes les communautés qui sont en souffrance. L'Amazonie, c'est un vrai danger sur la main de Lula, Dilma, Marina da Silva. Et Marina, elle n'est pas quelqu'un, elle a pris, c'était un vol qu'elle a eu avec la mort de Chico Mendes. Elle n'est pas cette guerrière, elle n'est pas cette femme qui vraiment combattre le danger qu'il y a en Amazonie ou le milieu ambiental. C'est pas vrai. Moi, je suis née en Amazonie. Je suis née comme les Indiens ont né. J'étais élevée comme ça. J'ai vécu entre les Indiens qui étaient anthropophages, les Indiens qui n'étaient pas en aucun contact. Mais mon père, c'était quelqu'un qui aimait, comme ma mère avait connaissance, ils ont su vivre dans l'Amazonie, l'époque, qui n'avait personne de blanc là-dedans. Et c'est comme ça que je nais. Et c'est comme ça que je m'élevais. Et c'est comme ça que je viens et que je combattre. Et que je me batte à longues années de ma vie. Pour cette milieu qui c'est magnifique. C'est magnifique et ils sont à détruire. Simplement le pouvoir pour l'argent. Ce sont des constructions horribles qui empêchent l'eau de courir normalement. Comme le Xingu, la Belmonte, tout le monde s'est battu. On a passé des dangers, François Pelletier, ensemble avec Catherine. On a passé des dangers de vie. Là, ensayons de passer pour les gens, ensayons les ribeirinhos, tout le monde est uni pour pouvoir nous protéger, pour nous pouvoir documenter, aller. Et finalement, on n'a pas arrivé à empêcher la construction de Belmonte. C'était seulement nous qui regassions les manches. Parce que quand je vois qu'il y a plusieurs ONG qui disent non, je suis là. Si vous voyez, ces ONG qui disent qu'ils sont là, elles ne sont pas là. Où sont cet argent qu'elles viennent en Europe, qui vient en France, qui vient je ne sais pas où, chercher pour dire on a investi. Non, tout le monde est complètement abandonné. Et maintenant, les extrativistes, les ribeirinhos, corrent vraiment danger, sont désespérés, sont abandonnés. Et l'eau s'est complètement préjudicée par rapport à ces barrages. Le Xingu, qui c'était un fleuve immense, magnifique, vallon, aujourd'hui, il est stagné. On construit des plages artificielles, des choses horribles, parce que c'est des plans îles, des îles magnifiques, des plages, de tout que les ribeirinhos, les extrativistes avaient son loisir sans être besoin d'avoir d'argent. Mais eles travaillaient avec le moyen de survivre, parce qu'ils n'étaient pas besoin de plus. Et avec le ressource qu'ils avaient naturellement de vivre, eles pouvaient obtenir ce qu'ils voudraient, sans être besoin d'être là, de grandes villes, de choses comme ça. Alors c'est complexe. Qu'ils ont investi, c'est un lavage d'argent, simplement, pour investir avec des grosses entreprises pour retirer de l'or, des minéraux, des choses comme ça. Et voilà, alors ces peuples, comme l'eau, vivent un grand danger. Et comme ça, n'est pas seulement le Xingu, l'Amazonie, mais toute l'Amazonie légale. Et par rapport à tout le Brésil, c'est les grosses entreprises, c'est l'envie d'argent, des moyens, c'est os investissements terribles par rapport à tout ça et qui sont à détruire cette culture, ce peuple, ce savoir, vraiment détient. Ils sont à détruire cette mémoire, ce savoir, d'investir vraiment comme devait être pour défendre vraiment comme doit être. Alors on a besoin vraiment
soit la France, soit l'Europe, le peuple vraiment de s'unir pour combattre et vraiment défendre l'eau, défendre le milieu ambiental, les ressources de vie en harmonie. Parce qu'on ne peut pas vivre sans l'eau, on ne peut pas vivre sans la forêt, le milieu vraiment est sain, on ne peut pas vivre. Et voilà, on a besoin de pêcher les barrages. On a besoin de pêcher. Je vous remercie, excuse-moi si je n'ai pas mis l'eau prononcée. Voilà, je vous embrasse à tous. Et je suis là. Aujourd'hui, on va essayer de passer, après ces mots forts, on ne peut pas vivre sans eau, je pense que c'est... on ne peut pas vivre avec ces barrages, on ne peut pas vivre avec ces méga bassines. Nos Bassaran, moi j'ai vraiment pas envie de les voir ces bassines. Et on a des Italiens, on a des Italiennes qui ont pas mal de choses à nous apprendre aussi. Je vais du coup inviter Ludovica, qui va nous parler pardon, je me mélange un peu tout, qui vient parler au nom de Ecologica Politica qu'elle va présenter, et au nom de Notav. Et c'est entre autres à ça que je pense quand je dis qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Salut à tous et toutes. Tout au début, je voulais vous remercier pour la journée d'hier. C'était super. C'était vraiment génial de pouvoir être avec vous dans la partie de tout le mouvement Notav et toute la partie du mouvement Tourainais aussi. C'était une journée spéciale. On est vraiment content d'être à votre côté et on vous soutient. Et c'est vraiment important de vous rejoindre et de lutter avec vous pour ces luttes qui aussi pour nous c'est vraiment proche. Et du coup, merci, c'était une journée spéciale. On est vraiment content d'être ici tous ensemble aussi pour cette journée qui commence. Désolée, mon français c'est un peu comme ci comme ça, mais je vais essayer de parler quand même. Je voulais seulement dire, on parle de sécheresse, chaque jour en Italie, parce que le 2023 c'était l'année plus sèche depuis 200 années. Et en fait, déjà les années avant, il y avait une sécheresse qui a causé des dommages vraiment sur l'agriculture, sur les écosystèmes de la montagne, sur les écosystèmes fluviaux. On a même moins de la moitié de la neige qui était prévue dans cette saison déjà. Du coup, même s'il pleuvait pour 50 jours, on ne pouvait pas retourner à des conditions normales de pluie. Du coup, on est vraiment dans une situation comme ici, en fait, comme dans tout le monde, mais en Italie, c'est effectivement, on va avoir des territoires de désert complet. Et du coup, on voit qu'en même temps, les solutions que le gouvernement et que l'État proposent sont quand même des solutions qui sont déchargées sur les individus, comme on coupe l'eau, et du coup les agriculteurs on peut pas continuer à faire son boulot, et ça c'est la solution pour l'État de se partager l'eau entre les individus comme ça, et en même temps de soutenir des ouvrages inutiles qui causent le gaspillage de beaucoup d'eau en fait. Du coup je parle de ça parce que je fais partie aussi du mouvement Notav, et maintenant il y a un moment de sécheresse comme j'ai dit. Et la seule solution qui trouve le gouvernement, c'est effectivement de se poser les questions sur comment gérer les effets de la sécheresse, mais pas en fait faire quelque chose sur la cause. Du coup, ils soutiennent, comme j'ai déjà dit, des offres qui sont complètement inutiles, qui vont gaspiller l'eau, mais des quantités qui sont vraiment essentielles pour la vie des citoyennes tous. Je vais faire deux exemples. Le premier, c'est le mouvement, je fais partie du mouvement Notav, du coup, j'ai fait cet exemple. Du coup, il y a cet ouvrage énorme, inutile, et c'est le TAB. Le TAB, c'est un train à grosse vitesse, c'est un TGV qui vont construire, qui part de Turin et qui pour rejoindre Lyon.
C'est une œuvre qui a été projetée dans les années 90 et du coup toutes les études sont basées sur les données qu'il y avait dans les années 80. Du coup, sont complètement fausses maintenant. C'est un projet qui coûte 30 milliards d'euros. Du coup, 30 milliards d'euros qui sont élevés par les citoyennes et pour construire cet ouvrage qui est complètement inutile. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, il existe déjà un train à grosse vitesse qui fait la même route. C'est incroyable, vous voyez? Du coup, il veut faire un autre trou dans la montagne juste pour gagner 1 heure et 30 minutes de voyage. C'est vraiment incroyable. Et là, c'est la folie. Et en fait, oui, cet ouvrage, il a déjà, avec les premières tunnels d'exploration, il a déjà fait gaspiller de l'eau pour une quantité comme le nécessaire pour 60 000 personnes par an. Et imaginez-vous combien d'eau il va perdre la nappe phréatique si en fait le projet va effectivement être construit. C'est la mort de la montagne, c'est la mort de la personne qui habite dans la montagne, c'est la mort des animaux, de tous les écosystèmes qui habitent là-bas. Et pourquoi? Pour en fait rien, parce que c'est complètement inutile. Et en fait c'est pour ça qu'on se bat là-bas, parce qu'on voit qu'en fait il y a trop de projets, comme ici, comme les bassines, mais par tout le monde, qui sont faits pour rien et qui continuent à gaspiller l'eau qui c'est notre vie. Et je fais un autre exemple parce que c'est juste à côté. L'autre exemple, c'est les Jeux olympiques qui vont être faits à Milano Cortina dans le 2026. Et c'est la même chose. Genre, on peut même pas cultiver les champs, mais on peut construire des bassines pour faire de la neige, que c'est même pas vrai, genre c'est de la fausse neige. Pour qui? En fait, c'est ça la question, c'est pour qui on fait ça? Parce que nous, on n'a pas besoin de scier tous les mois, dans l'été, dans l'hiver ou quoi. C'est pour eux. Parce que pour nous, pourquoi faire ça? Pourquoi créer quelque chose qui n'existe pas et gaspiller de l'autre eau que déjà on l'a pas? C'est de la folie. C'est de la folie. Bah, moi, je fais seulement 2 exemples qui sont plutôt importants en Italie, mais en fait, il y a partout l'Italie, il y a des gros ouvrages comme ça qui sont complètement inutiles. Mais bon, ça c'était pour faire des exemples. Je voulais seulement dire que maintenant, on a besoin d'être tous ensemble et de continuer avec notre lutte tous ensemble, d'essayer au moins de détruire ce système qui c'est la vraie cause de la sécheresse, mais de toute la catastrophe de l'écosystème, mais même sociale. Du coup, je vous invite, quand vous voulez, à venir chez nous, dans la vallée qui résiste, et avanti tutta notable. Merci. No passerán. No passerán. No passerán. No passerán. Ni bassines, les bassines ne passeront pas et les trains ne passeront pas, quoi. J'ai une question moi qui me taraude et je pense que vous l'avez peut-être aussi. Tu étais là hier, ça donne quoi par rapport à l'Italie? En fait, c'était un peu comme être genre, c'est les sentiments que c'est le même. C'est ça que c'est important. C'était vraiment genre, quand il y a cette lutte, qu'ils sont vraiment avec tous les genre, on a tous les mêmes, on pense tous la même chose, tu vois. Et du coup, on sache tous pourquoi on est là. Et on partage tous une lutte, genre, on veut tous faire ça pour chacun, pour la communauté, pour tous. Et c'est cette liaison que c'est la même qu'il y a dans la vallée. Et même si on n'habite pas ici, c'était vraiment comme être un peu chez nous, même si on n'était jamais ici. Et c'est ça que c'est hyper spécial. Et c'est ça aussi qui se passe dans la Val de Susa.
Et c'est ça que, et même s'il n'y a pas de connexion, tu la peux trouver avec les personnes avec qui tu partages les champs de bataille, comme la convivialité, quoi. Ben, je prends 2 questions maximum. Oui, bonjour. In Italia si passa la stessa cosa che qui o répression Est-ce qu'il se passe la même chose en Italie? Est-ce qu'il y a de la répression et tout? Oui, et depuis des années. Du coup, mais c'est ça en fait que c'est important. Parce que même si année après année, la répression c'est plus fort. C'est vraiment, c'est plus fort que jamais maintenant. Mais la seule que c'est unique et spécial aussi de le mouvement notable, c'est que depuis 30 années, même avec toute la répression qu'il y avait, et c'était vraiment beaucoup, il continue à lutter. Et c'est pour ça que c'est un exemple aussi chez nous, parce qu'on continue à lutter jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. J'ai une question, c'est quoi le slogan de Bassaran? Pour les mouvements en Italie, c'est comment le cri de guerre, qu'on puisse leur emmener toute cette énergie, que tu puisses l'emmener avec toi? Notavaran. Notavaran. Avanti tutta notave. 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 Merci Ludmila, merci tout le monde. Et longue vie à cette lutte, on a beaucoup à en apprendre. On a vraiment beaucoup à apprendre de cette lutte a priori. De ces luttes. Si Morgane Audi était par là, je ne vois strictement rien, elle arrive. Pour la Via Campesina. Si vous ne connaissez pas la Via Campesina, elle va vous la présenter sans doute. La Via Campesina, c'est, j'espère ne pas dire de bêtises, le réseau syndical de la Confédération paysanne au niveau international. Voilà. C'est un peu ça? Salut tout le monde, moi je m'appelle Morgane, je suis paysanne dans le Morbihan. Je fais partie de la Confédération paysanne. Et la Confédération paysanne, avec une autre organisation paysanne qui s'appelle le MODEF en France, ces 2 organisations font partie du mouvement paysan international qui s'appelle la Via Campesina. Et la Via Campesina regroupe 180 organisations à la fois de paysannes et de paysans, mais aussi de travailleuses et travailleurs ruraux dans le monde entier, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Europe, dans plus de 81 pays. Et je pense une chose importante à transmettre, c'est que parfois, nous en France, comme paysannes, paysans, on se sent petits, impuissants, on nous dit toujours qu'on est les minoritaires, mais on fait partie de la Via Campesina, et dans le monde, nos organisations, la Via Campesina, c'est le plus grand mouvement social mondial. Dans un pays comme en Inde, par exemple, en Inde, il y a plus de 60% de la population qui vit de l'agriculture. Et donc nos mouvements sociaux en Inde, ils font face à un gouvernement fasciste terrible. Mais en 2020-2021, ils ont réussi à tenir le siège de New Delhi pendant 13 mois pour faire reculer le gouvernement fasciste de Narendra Modi. Et ils ont gagné. À la Via Campesina, on essaie de construire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on essaye de construire l'unité paysanne internationaliste. Parce que très souvent, nos gouvernements essayent de nous diviser, essayent de nous mettre les uns contre les autres, les gens du Sud contre les gens du Nord, les gens de l'Est contre les gens de l'Ouest. Et nous, on refuse cette logique, et pour ça, il faut beaucoup discuter. Et donc, dans la Via Campesina, on se rencontre, on a plein d'espaces où on discute. Parfois, on n'est pas d'accord, mais on essaie de dépasser nos désaccords, parce qu'on sait qu'au final, on est tous paysannes et paysans, et quand on va au fond des choses, on défend tous la même chose. Le fait de pouvoir continuer à vivre dans nos territoires, le fait de pouvoir continuer à produire une alimentation pour vous toutes et tous, pour la population, pour l'intérêt général. Merci. La deuxième chose qu'on fait,
c'est qu'on construit une voie pour les paysans. Avant, on a 30 ans la Via Campesina. Avant 1993, la plupart du temps, ceux qui parlaient au nom des paysannes et des paysans, c'était des gens d'ONG, des hommes blancs de plus de 50 ans qui n'étaient pas du tout représentatifs de ce qu'on est. Et donc voilà, nous on a voulu dire, non, en fait, c'est les paysannes et les paysans de partout dans le monde, on est suffisamment intelligents pour parler en notre nom, et donc c'est aussi à ça que ça sert la Via Campesina. La troisième chose, c'est de construire des solidarités. Là, pour cette journée-là de lutte contre les bassines, on a reçu voilà, la solidarité de la Via Campesina du mouvement paysan international, qui sont solidaires avec nous toutes et tous aujourd'hui dans cette lutte, tout comme nous, quand il y a des leaders paysans qui se font assassiner au Pérou, mettre en prison au Sri Lanka, réprimer en Inde, et ben on est là, on fait bloc tous ensemble pour défendre les paysannes et les paysans, et de façon générale pour défendre les valeurs qu'on porte autour du soin qu'on porte à la terre et aux autres. La dernière raison pour laquelle on a construit ce mouvement paysan international, c'est que l'économie, elle s'est mondialisée, notamment avec l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et toutes ces entreprises multinationales qui sont voilà, qui accaparent nos territoires, qui accaparent nos vies, qui nous empêchent de vivre tranquillement. Il fallait, comme l'économie s'est mondialisée, il fallait mondialiser les luttes pour mondialiser l'espoir. Et donc c'est devenu notre slogan, mondialisons les luttes, globalisons l'espoir. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que on ne lutte pas seulement pour nous, paysans, paysannes et petits producteurs d'alimentation. À la Via Campesina, on a une volonté de changer le système, de sortir du système capitaliste, de sortir du système patriarcal, de sortir du système colonial et néocolonial, de sortir du système extractiviste, de sortir du système impérialiste. Et ça se construit avec les autres mouvements de travailleurs et de travailleuses, les autres mouvements environnementaux, les autres mouvements citoyens, collectifs en tout genre, voilà, pour faire bloc ensemble. Et pour ça, on essaye de construire des outils. Alors dans chaque pays, voilà, vous savez que la Confédération paysanne, elle est dans Plus jamais ça, elle participe au soulèvement de la terre, mais au niveau mondial, on essaye de faire ça aussi, c'est-à-dire de construire des lieux de convergence entre tous les mouvements sociaux pour se rassembler et faire bloc, pour faire tomber le capitalisme, le patriarcat et l'impérialisme. Et dans ce sens, pour nous, le grand moment important où on va se rassembler, on est en train d'organiser, notamment avec tous les autres mouvements de petits producteurs d'alimentation, les petits pêcheurs, les syndicats de travailleurs dans l'agroalimentaire, mais aussi toutes les populations pour qui l'alimentation c'est important, et il me semble que ça représente quelques personnes ici dans la salle et par ailleurs. On veut construire un forum pour la souveraineté alimentaire, pour le changement de système global. Et ça se passera en Inde en 2025. Et donc j'espère qu'il n'y aura pas le monde entier, j'espère qu'on sera beaucoup de gens, mais surtout l'idée, c'est qu'on se rassemble dans tous les pays, on discute entre nous, entre mouvements sociaux, pour vraiment comprendre comment est-ce qu'on unit nos mouvements sociaux pour faire tomber ce putain de capitalisme. Quand on entend Morgane, moi, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est effectivement cette notion d'alimentation. En fait, l'agriculture, ce qu'on produit, comment on la produit, ça concerne 100% de la population. Et si c'est bien une raison pour laquelle on a besoin d'avoir ces liens entre BLM, la Conf, les soulèvements de la terre, et ça, la même chose à toutes les échelles, c'est justement pour pouvoir traiter ces questions-là tous ensemble et reconstruire ce qu'aujourd'hui le gouvernement est en train de fissurer, voire même de détruire, voire même de mutiler.
comme on l'a vu. C'est dans ces organisations-là qu'on arrivera à recréer de la politique ensemble. Je vais faire intervenir Paul. Bon, il y avait 2 choses, mais comme je suis complètement crevé, j'en ai oublié la deuxième. Je vais du coup faire intervenir Paul qui vient de Belgique, qui a eu toutes les galères du monde pour arriver jusqu'à Mel, et qu'on va sans doute applaudir pour le remercier du pays dans le pays. Et merci déjà de l'invitation. Voilà, ça a été un peu compliqué pour moi, mais j'y suis finalement arrivé. Voilà. Ce matin, il y avait des gens qui se demandaient c'était où les Ardennes. La Belgique, c'est juste derrière les Ardennes. Là, je viens vous parler d'une proposition sociopolitique territoriale qui s'appelle Faire pays dans le pays, donc qui est une proposition sociopolitique de territoire qui consiste à installer une légitimité collective en face et dans le temps de la légalité qui existe. C'est une idée qui a été lancée il y a quelques années déjà par un front social qui s'appelle les actrices et les acteurs des temps présents. Alors les actrices et les acteurs des temps présents, déjà c'est un truc un peu bizarre dans la mesure où ça a été lancé conjointement par, on va dire, deux entités qui sont normalement assez éloignées, si pas antagonistes, qui sont d'un côté des métallurgistes liégeois qui étaient en train de perdre leur outil de travail, et de l'autre côté des fermiers familiaux qui s'inquiétaient de la baisse du prix du lait et de la survie de leurs entreprises. Ça a été rejoint par des allocataires sociaux qui s'inquiétaient effectivement de leur fin du mois, et puis dernièrement, après, ça a été les artistes qui s'inquiétaient de leur statut d'artiste. C'est toutes ces inquiétudes-là qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, et ça résonne pour celles et ceux qui étaient là ce matin avec ce que les camarades italiens nous ont raconté juste à la fin de la matinée. La première des choses que nous avons organisées, c'était des marches. C'est important, la marche. C'est pas seulement important parce que c'est important de se fatiguer ensemble, c'est important parce que ça permet de relier des choses. Et ces choses qu'on a reliées, dans la première marche qu'on a faite, on avait appelé ça la marche du cadastre des scandales et des merveilles. Autrement dit, aller voir ce vieux monde qui tombait et voir celui qui naissait. C'est dans cette marche-là, en rencontrant des expériences d'ouvriers qui étaient en train de perdre leur boulot, en rencontrant des expériences, on va dire, des alternatives désirables qui étaient en train de créer leur monde, qu'on s'est dit qu'effectivement, il existait un pays dans le pays. C'était intéressant parce que ça mettait ensemble ce qui s'appellerait un petit peu plus tard le côté fin du monde et le côté fin du mois. Hein. Donc c'est le côté, la question sociale d'un côté, et puis de l'autre côté la question plus environnementale. Et puis d'autre part parce que on a marché longtemps. On a vraiment descendu le territoire, on l'a vraiment arpenté, et on s'est aperçu qu'effectivement on marchait les cours d'eau en fait. Et donc on s'est dit que les bassins versants qui ne sont pas repérables sur les cartes et qui ne font pas partie de nos paysages mentaux, ils avaient un sens parce qu'ils indiquaient sans doute quelque chose de très fort, une symbolique politique extrêmement, extrêmement forte qui était de dire que ce qui vient d'en haut, quelque part il intéresse le bas, et que si quelqu'un en haut domine la situation, le bas en souffrira et en périra. Donc c'est là que nous nous sommes dit qu'effectivement, avec d'un côté la fin du monde, fin du mois, et de l'autre côté les bassins versants qui indiquaient, eux, la rencontre de l'humain et de non-humain, il y avait là peut-être une proposition de pays que nous avons mis sur pied dans un manifeste qui s'appelle Le pays dans le pays, qui aujourd'hui est épuisé, on va le rééditer pour la 3e fois, mais là j'en ai plus, j'en ai pas pris beaucoup avec moi. Mais donc c'est la proposition, c'est celle-là. Et la proposition donc des pays dans le pays, c'est quoi, très concrètement? C'est une division en fait, à partir des bassins versants, des petits bassins versants, dans la mesure où la proposition est évidemment d'autogouverner ces territoires. Autogouverner un territoire, ça veut dire que la démocratie doit être effective, qu'elle ne doit donc pas être représentative, qu'elle ne doit donc pas être déléguée,
Il faut donc qu'elle s'autogouverne. Et pour que ça puisse s'autogouverner, une démocratie, il ne faut pas être trop nombreux, trop nombreuses. Donc les petits territoires qu'on a redécoupés sur des cartes, qu'on a cartographiées, autour des bassins versants de ruisseaux, hein, pour la plupart. Le ruisseau est une bonne entrée en matière pour le politique. Ça permet que les gens se connaissent entre eux. Ne va jamais au-dessus de 5000 habitants. Donc il y a quelque chose là dans une construction politique qui part d'une géographie et puis qui part aussi d'une démographie, des petites choses en fait, qui sont à mettre ensemble, à entremêler, à encastrer, et qui donnent effectivement des résultats qui peuvent être intéressants. Plusieurs choses se sont déclarées dans le pays, en Belgique depuis un certain temps. Les Gilets jaunes en ont été les premiers usagers, puis les ZAD également, mais c'est pas seulement ça. Le pays dans le pays, c'est le contraire, véritablement le contraire, d'une façon d'être entre soi. Le pays dans le pays, c'est vraiment aller chercher l'altérité la plus lointaine qu'on puisse trouver effectivement dans notre environnement. De fait, parce que les bassins versants coulent de haut en bas et que les richesses, c'est pareil. Ça ne coule pas de haut en bas, c'est bloqué à un moment donné, et c'est là que le social intervient terriblement dans notre fonctionnement et notre manière de faire. C'est donc récupérer la façon d'aller rechercher les gens qui effectivement sont coupés de ces ressources-là, de ne pas les laisser pour compte, de les prendre vraiment avec nous, de les prendre dans nos... Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On a une petite technique, je vais terminer par là. On a une petite technique qui fonctionne bien sur le territoire. On en a parlé tout à l'heure sur comment on faisait. Nous, on installe des lieux pendant 3 jours dans les villages, dans les quartiers, dans les petites villes. On appelle ça des bricots. Alors le BRICO, l'acronyme un peu savant, c'est Bureau de recherche et d'investigation sur les communs, et puis l'acronyme un petit peu moins savant, un peu plus activiste, c'est Brigade de réparation immédiate et collective. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est reprendre pied dans son environnement. Alors on vient 3 jours avec, véritablement, c'est un barnum, c'est un petit barnum, c'est un petit cirque qui s'installe. On occupe toujours quelque chose qui n'est pas connoté. On ne prend pas un local associatif, on ne prend évidemment pas un local municipal, on prend plutôt une boucherie fermée ou un café qui n'est pas ouvert, etc. On prend pour quelques jours et on y installe véritablement une cantine qui est quasiment ouverte H24. Et viennent donc se rencontrer là autour des sujets de quoi faire ensemble sur le territoire, des gens qui sont accueillis dans ce qu'ils sont en fait, et dans ce qu'ils ont envie de faire ensemble, et avec lesquels il est possible de bâtir et de sortir de cette proposition qu'il ne serait pas possible de faire une écologie populaire. Il est possible de faire une écologie populaire. Il est possible de parler des territoires avec les gens. Il est possible de parler de l'alimentation avec les gens. Il est possible de parler de beaucoup de choses avec les gens du moment qu'on s'approprie le territoire. Et c'est ça que le premier travail à faire donc, c'est cette réappropriation de notre territoire. C'est pour ça qu'on l'a marché. C'est pour ça qu'un territoire, ça commence par se marcher. Il faut le marcher de façon environnementale et de façon sociale. Il faut savoir qui sont les employeurs de ce pays, comment ça se passe au niveau de la compensation carbone des entreprises, comment ça se passe au niveau de ces communs négatifs dont on a parlé ce matin, qu'est-ce qui va nous rester dans le sol, qu'est-ce qu'on va devoir gérer pour des générations et des générations. Ça, nous devons le savoir. Et nous ne pourrons le savoir qu'en arpentant notre territoire, qu'en arpentant notre pays. Voilà, alors là, pour continuer... Pour continuer sur les slogans, notre slogan à nous, il est très simple, c'est « Nous sommes notre propre proposition ». Voilà, merci. Alors, on a beaucoup surfé sur l'espèce de nuage, de tempête là, et de gaz lacrymo pour réussir à organiser cet après-midi. Et c'est étonnant comme en fait Paul est arrivé au milieu sans trop le vouloir parce qu'il a fallu réorganiser les emplois du temps un peu de tout le monde et avec ses prises de parole. Et en fait tu tombes en plein milieu et en fait t'es carrément pivot par rapport à l'intro. Enfin ce que tu viens de dire est complètement pivot par rapport à l'introduction de départ. Donc c'est carrément génial. On va prendre peut-être 1 ou 2 questions. Moi j'en ai déjà une. Je suis à l'origine, je suis en train de changer mais je suis informaticien et j'ai travaillé toute ma vie dans les logiciels libres. Et du coup, il y a une question qui prolonge ce que tu as dit. Est-ce que vous avez des documentations? Est-ce que vous avez documenté et partagé vos manières de faire? Parce que pour moi, par rapport à l'intro, ça me fait... j'en ai les poils.
On est très mauvais sur la question. Donc on va rééditer le manifeste. On est en train de créer le manuel, parce qu'on s'est dit qu'il fallait un manuel. Donc on a créé des fiches qui sont discutées, rediscutées, rediscutées sur un certain nombre de pratiques qu'on a. Donc ça c'est en cours. On a évidemment un site internet des actrices et des acteurs étant présents avec un accès aux pays dans le pays. Mais sur notre façon de communiquer, on pourra en reparler, ouais. Vous avez de la doc déjà en imagination, en tout cas, donc il faut qu'on suive de près. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une question, peut-être maximum 2 pour... Ouais, pour Paul. Bonjour Paul, moi c'est Pierre. Voilà, enchanté. Juste, est-ce que on pourrait pas dire que votre système s'inspire un peu de Murray Bookchin, le pouvoir de créer, le pouvoir de détruire, ou pouvoir de détruire, pouvoir de créer, c'est la même chose, un mouvement local, micro-territoire, fédération, communauté de communes, etc., qui s'autogère. Est-ce que vous vous inspirez de ça? Alors, en fait, c'est... Oui et non, en fait. Oui et non, on a des points communs avec Bookchin, on a des points communs avec le municipalisme libertaire, on a des points communs avec le système des biorégions dont parlait tout à l'heure Baptiste, avec, comment ça s'appelle, Gary Snyder, etc. C'est Gary Snyder que je cherchais. Gary Snyder, Kirkpatrick. On a des points communs avec tout ça, mais quelque part, ce qui est amusant, ce qui est étonnant, c'est que si on recule 10 ans en arrière, tout ça était encore tout à fait dans les limbes, en fait. Et tout ça s'est créé en même temps dans les mêmes limbes, en fait. Donc, c'est ça. Et donc, en fait, c'est une construction, on va dire, collective, comme ça, qui se nourrit, qui s'encastre, etc. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant pour ça. Mais on ne se veut pas les héritiers ou du tout. Non. Ok, super, je crois qu'on peut vraiment remercier Paul qui en a... Qui a bien mérité votre arrivée là. Merci Paul. C'est pas facile, une table ronde, ça peut être rapidement une liste à la Prévert de choses qu'on peut mettre bout à bout. Il faut réussir à lui donner un peu de corps. On a... David est bien, tu donne le corps, viens David. Non, je rigole, mais facile, bien quand même. Mais on voit bien là, il y a quand même eu un certain nombre de choses. On a des luttes comme on a pu connaître un peu ce week-end avec Ludovica qui nous a présenté l'histoire de ce qui se passe en Italie avec les trains. On a cette histoire de reprendre corps dans le pays, de devenir pays dans le pays. Quand on dit qu'ils nous détruisent, alors le mot, je suis un peu anard, du coup le mot République j'ai du mal, mais il fait sens, la chose commune. Ils détruisent notre chose commune, la République. Il est temps de refaire la République dans la République. Et la République, on en met les règles qu'on veut, pas les règles de merde qu'on a aujourd'hui. On peut en faire ce qu'on en veut. Et là, on sent le propos évoluer. On a aussi entendu au Brésil, à travers ce que j'ai essayé de vous redonner vaguement avec mon truc foireux du téléphone, et le témoignage de Magnolia sur l'eau, on voit qu'il y a des choses qui peuvent se dessiner. Alors bien sûr, on ne va pas arriver à une conclusion absolument impactée avec un joli paquet, mais j'espère qu'on va réussir à trouver un peu plus on va continuer à tisser du lien entre les sujets. Et du coup, je propose à David de BNM, qui œuvre, c'est une bonne question, qui en tout cas qui mouille le maillot depuis un paquet d'années, de nous faire une petite restitution de ce matin, un peu dans la perspective avec la difficulté de ce matin aussi, hein, de ce qu'on vient de dire. Voilà. Puis après on aura encore l'intervention de Ruben White qui vient du Lakota Dakota, juste après. Then, first David, then you. Americans are always speed even if they are not real capitalist Americans. Et après on aura Massa et la fondation Daniel Mitterrand qui ont travaillé depuis un petit moment, qui interviendront. Donc en gros c'est ça la fin de la partie. Donc merci David. Je m'excuse un peu par avance si je bafouille, je ne trouve pas mes mots, hein. Ça fait un peu 5 jours qu'on est au taquet, dans les lacrymos, parce que vendredi on a couru aussi pas mal pour bloquer la LGV, pour que les tracteurs puissent rejoindre, aller secourir les camarades dont le tracteur a été en cours de perquisition, on va dire, qu'il allait seulement chercher une cuve d'eau, hein. C'est ce qui s'est passé, on nous a empêché empêcher les contrôles le matin, qu'on a réussi à sauver les camarades aussi pour qu'ils puissent nous rejoindre. Donc voilà. Et la transition est pas mal parce qu'on parle d'un pays dans le pays. Donc moi je vais vous faire une rétrospective en partant d'un cas concret de ce qu'on a pu s'échanger ce matin
par rapport donc aux problématiques de l'eau en France. Donc le pays dans le pays, parce que moi je suis un gamin de la vallée de l'Autise. À 6 ans, je partais avec mon vélo ramasser des vairons que je faisais en friture, les petits poissons, il y en avait par milliers dans la rivière. Et à partir de l'âge de 11 ans, effectivement, cette rivière, j'ai commencé à ramasser des flaques, des kilos et des kilos de poissons morts. Donc la Vendée, c'est le pays des bassines, où par des choix géopolitiques, on a privatisé la nappe phréatique du Dogger pour la filière de la semence maïs, avec donc les têtes de filière internationale, à savoir Pioneer Génétique, qui a été racheté par d'autres groupes et maintenant qui a été racheté par DuPont. Voilà, DuPont, la multinationale, qui est maintenant avec Monsanto, qui se sont installés donc en Ukraine, dans le Donbass, quand Zelensky a bradé les terres du Donbass en 2021. Et après, ils ont pris une bande de Russes sur la gueule. Voilà. Et donc, moi, je suis de ce pays-là, donc où on a vidé les nappes phréatiques complètement. On a fait remonter de l'eau saumâtre dans les années 90. On nous a proposé comme unique solution la mise en place de bassines qui n'ont pas changé grand-chose au problème. Il y a eu très peu d'opposition parce que donc on n'a qu'un quotidien régional à la tête du conseil départemental. On a une histoire très très lourde avec les guerres de Vendée, avec des évangélisations tardives, pour arriver à aujourd'hui avec ce mouvement national, avec tous ces comités bassines non merci qui sont créés un peu partout en France. En petite information, en ordre de compréhension de comment on a pu en arriver là, malgré le cadre légal de la directive cadre sur l'eau et ses objectifs qui n'ont jamais été atteints, en fait on s'est bien aperçu que les attributions volumétriques, les volumes d'eau qui sont donc disponibles pour l'irrigation des cultures n'ont jamais été adapté à ce que la ressource en eau, la ressource naturelle pouvait donc nous permettre de prendre dans le milieu naturel. Et donc on a toujours eu une adaptation en fait, de la planification écologique au prorata des volumes qu'on a attribués dans les années début 2000 pour en arriver à aujourd'hui avec ces bassines qui ont été mis en place. On a eu une étude, l'INRAE vient de sortir une étude sur les impacts cumulés des réserves d'eau. Et donc cette étude, elle a porté sur différents types de retenues d'eau, sauf sur les réserves de substitution. Donc comme par hasard, donc, on a demandé à la personne de l'INRAE pourquoi donc les réserves de substitution n'ont pas été prises comme exemple, car il en existe depuis 15 ans en Vendée. Et elle nous a répondu que vu qu'elles étaient déconnectées du milieu, eh bien on préférait s'intéresser aux retenues collinaires ou aux barrages. Et je lui ai demandé, mais c'est quand même étrange parce qu'il y en a plus de 1000 en projet donc, en France, et aujourd'hui donc on n'a pas de réponse. Je voulais vous emmener par là parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que sur un plan scientifique, l'État n'a pas fait son travail, on le sait, on le voit, on le constate, hein, les études d'impact sont inexistantes ou pas du tout donc acceptables en l'État, notamment les dossiers scientifiques comme le BRGM, le Bureau régional de recherche géologique et minière, sur lequel donc c'est un organisme, c'est un EPIC, c'est ça, un organisme public, un organisme parapublic. Pardon. Voilà, merci. Et donc la coopérative de l'eau, pour ce qui est donc des bassines de Sèvres, s'est appuyée sur ce dossier, a fait une commande hein, à ce bureau d'études pour en fait nous faire croire que les bassines avaient étaient plutôt favorables pour le milieu naturel. Donc avec le comité national sur l'eau de la Confédération paysanne, BNM et des scientifiques dissidents, on a pu faire une contre-expertise sur ce dossier. On est en cours pour montrer que le modèle vendéen qu'on nous vend comme un modèle vertueux est effectivement un échec en grande partie. Hein. Les rivières sont toujours vides, c'est-à-dire que oui, la nappe phréatique, elle a remonté un petit peu, et au lieu d'avoir une rivière complètement à sec, on a une rivière à peu près dans le même état, juste simplement il y a un peu plus de boue dans le fond de l'eau, quoi. Donc voilà le résultat des réserves de substitution en Vendée.
Et donc, je voulais vraiment attirer votre attention sur le fait que quelques scientifiques commencent à sortir du bois et à venir renforcer les rangs des luttes environnementales. Et ça, c'est fondamental pour derrière avoir un contre-pouvoir, pouvoir fournir des contre-expertises, mais aussi aller vers un nouveau modèle et s'appuyer sur des modélisations où l'on prend réellement en compte le fonctionnement du milieu. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs collectifs qui sont en lutte partout dans la France, BNM 0851, BNM Berry. On a donc un gros travail sur la flotte aussi par rapport aux nappes profondes, sur le triangle de Gonesse. Eau et pesticides, les gens de Gironde ont également témoigné. En Auvergne, c'est un peu comme la Vendée, des fois l'Auvergne, en fait on choisit toujours des territoires difficiles d'accès, où on a souvent un développement socioculturel un peu moins avancé qu'autour de grandes villes, pour y développer vraiment des choses catastrophiques. Donc en Auvergne c'est pas mal, on avait le retour sur les problèmes de l'imagrin avec la filière maïs, Danone, Volvic, et les nouvelles mines qui se réouvrent par rapport à l'extraction de lithium. Nous avions également un collectif de Grenoble qui s'appelle Stop Micro. Donc là, on a aussi la réindustrialisation de la France avec la recherche de minerais ou la fabrique de puces ou de matériel qui va nous demander énormément de consommation d'eau. Donc ça, c'est des luttes vraiment qui vont devenir d'actualité. Et pour terminer, on a pu avoir aussi les camarades en Ariège avec une énorme carrière de 1000 hectares d'extraction de gravats, qui a fait qu'on a une remontée de la nappe phréatique et qui assèche des communes entières. On a également Swan et une collègue, j'ai mangé son prénom, Mathilde je crois, de Sortir du nucléaire, qui sont venus témoigner de l'actualité du problème du nucléaire et des prochains rassemblements. Je voulais juste faire une parenthèse également sur le fait qu'aujourd'hui, on se doit maintenant d'être force de proposition à l'échelle de nos territoires hydrographiques, géologiques, retrouver nos biorégions à l'échelle nationale mais aussi internationale, de façon à préparer, pour ce qui nous concerne sur l'Hexagone, si on va jusque-là, je ne sais pas, mais les élections communales qui vont être un moment où, si on est en place dans 3 ans, et je pense qu'on peut l'être, avec des scientifiques qui nous rejoignent, pour proposer des scénarios, où on va vraiment considérer les réelles problématiques de nos territoires, que ça soit sur un plan hydraulique ou de relocalisation des productions alimentaires. Donc il y a vraiment un travail aussi de force de proposition, mais de force de proposition à une échelle bien identifiée. C'est un gros travail de fond, redécouper l'Hexagone, redécouper tous ces territoires. Et ce qui va rejoindre ces unions syndicales à l'échelle de ces territoires, c'est-à-dire que l'initiative qu'on a créé, de créer des collectifs citoyens comme Bassine Non Merci, collectifs citoyens et d'organisations à géométrie variable pour une lutte. Maintenant, il faut que ces collectifs s'élargissent d'autant plus, et à l'échelle de territoire, qu'on continue à se structurer pour vraiment devenir un État dans l'État. Ouais. Au moment de faire venir Ruben White, si j'arrive à le prononcer correctement, if I pronounce correctly, les Italiennes et les Italiens qui sont partis, il y a eu quand même une arrestation avec obligation de quitter le territoire, enfin avec expulsion du territoire. Lorsqu'ils sont venus, la personne ne savait même pas qu'elle était excluable. Ils nous ont remercié du travail fait sur les bassines, parce que chez eux ça arrive, les bassines des neiges, les JO d'hiver, l'absence de précipitation dans les montagnes, ça arrive. Et du coup, le combat qu'on mène ici sert au-delà de nos montagnes, au-delà de nos vallées. Et c'est pour ça que je trouvais important de rappeler le combat de Bassine Non Merci. Now, Ruben, I think you are from Dakota, sorry. And we'll let you translate and talk. And I hope it will be fantastic. Thank you. Niwichoni, water is life.
We are made of water. We are mostly water. We borrow this water for a little while. We all share it. This water that's here today, the water that's in us, will not be here tomorrow. It will be somewhere else. It will be in you. It will be in somebody else. It will travel the world. It comes back to us. It's our responsibility. Aurélie. Merci à Aurélie pour la traduction, elle fait un boulot absolument essentiel. Donc nous sommes l'eau qui se défend, nous portons en nous cette eau pour les générations à venir. It's true that I am an American, but I am a dual citizen. C'est vrai que je suis américain, mais je suis un citoyen tout récent. I am a citizen of the Great Sioux Nation and the Oglala Sioux tribe and the Tsitsistas people. Je suis un citoyen de la grande nation Sioux et plus précisément des Oglala Lakota. We are occupied by the United States of America. Nous sommes occupés par les États-Unis d'Amérique. My country has the worst life expectancy in the Western Hemisphere. Ma terre, mon pays, a l'espérance de vie la plus brève de toute l'humanité. We have 90% unemployment. We're dying of things that people stopped dying of 70 years ago. We have children as young as 6 committing suicide. Nous mourons de plein de maladies différentes. Nous souffrons également d'un taux très élevé de suicide chez les jeunes. The white people come and they mine uranium on our land and they leave their waste everywhere. They frack for uranium, they frack for natural gas, they leave their trash, they leave their poison, they bring their uranium and try and leave it on our reservations. Nous souffrons de l'exploitation des mines d'uranium, ces exploitations de mines d'uranium qui fait que les exploitants laissent tous les déchets sur nos terres et territoires et ils continuent à venir sur nos terres pour exploiter cet uranium. They try and put their pipelines and their energy companies on our reservations because we are poor and we don't have a voice. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils essayent d'implanter sous nos sols des oléoducs pour transporter les énergies fossiles et c'est ce qui pollue nos sols. But they're coming for you. They always come for everybody. They come for those who are poor, those who are weak, those who need jobs, those who have a bad economy. Et ils le font parce qu'on est pauvre, mais il est toujours temps pour nous, pour vous, de se mobiliser, de changer cette économie. When we protested the Keystone Pipeline, they sent in the army. They sent in the mercenaries that the oil companies hired. Quand on s'est mobilisé contre le oléoduc Keystone XL, ils nous ont envoyé l'armée, ils nous ont envoyé des mercenaires. Oh, il y a eu des missionnaires aussi. They sicked dogs on women and children. They sprayed water on protesters in 50-degree below zero weather. Ils ont envoyé leurs chiens sur nous, sur les femmes, sur les enfants. Ils nous ont également ils ont également utilisé des canons à eau pendant qu'il y avait des températures inférieures à 0 sur nous. But we had people come from all over the world and other tribes come and we had tens of thousands of people in that camp and they came and we became powerful. And those people that were in that camp learned how to be good at what we did, at protesting, at being what we need to be. And they went out and they are protesting all over the world and they are making an impact. Mais nous avons eu des dizaines de milliers de personnes qui sont venues nous soutenir et on a appris tous ensemble à s'organiser pour se battre ensemble. The colonials are the corporatocracy. The corporatocracy are the colonials. Les colons
sont à l'origine de ce que j'appelle la corpocratie, donc le système des entreprises. It's always been the same. It's been out there throughout history, whether it's these corporations and they're backed by their lapdog police, their lapdog armies, and the lapdog churches. Alors c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et là j'ai perdu le fil, je suis désolée. Okay, they are supported by the lapdog police, the lapdog military, and the lapdog churches. Ils sont soutenus par la police, ils sont soutenus par l'État, ils sont soutenus par l'Église. Les chiens de garde, merci. Merci. They can still continue to steal our children, even though it's supposed to be illegal. Ils continuent à voler nos enfants, bien que ce soit évidemment illégal. They try and crush our culture. Ils essayent d'écraser nos cultures. But we make wins in the northwest part of the United States. Mais dans le territoire du nord-ouest des États-Unis, we have won 35 times against the oil companies. 35 times. On s'est battu 35 fois contre les usines, l'exploitation des énergies fossiles. This was done by many people from all over the world getting together and being strong and being one. Ça a été fait par énormément de personnes venant à travers le monde et du pays. Truly, some of this was done by the native peoples there and their sovereignty and their treaty rights. Ça a été fait en accord évidemment avec les peuples autochtones, leur souveraineté et leurs traités. But the United States has always ignored the Indians and the treaties. Mais les États-Unis ont toujours ignoré ce qu'ils appellent les Indiens et les traités. This does not work in a vacuum. Ça ne marche pas en fait. We must have white people to come and make sure that the United States government honors those treaties. On doit faire en sorte aussi que les blancs honorent ces traités. But know that we can do this. Know that we can win. It is important. You, every one of you, you are not impotent. You are strong, you are powerful, and you can win. On peut le faire, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas impuissant et on peut gagner tous ensemble. Teach your children in everything that they do to think about the water, think about everything, every action that they take, everything they do, how it affects water. On doit aussi enseigner nos enfants sur comment finalement chacune de nos actions a un impact sur l'eau. When they do this, they will become responsible for themselves and everything around them. De cette façon, ils deviendront à la fois responsables pour eux-mêmes et aussi pour ce qui les entoure. Be powerful. Also, get online and look up the thin green line is people. I'll try and leave some links. This is through Washington State University, where I also do some work. It is a historical archive on fossil fuel activism in the Northwest. Organizers and activists can go there and mine that. It's a wonderful thing. We are going to translate it into many languages. We'll start with France. Donc je vous encourage à aller sur le site internet The Thin Green Line is People. Et c'est un projet que j'ai co-créé en collaboration avec l'Université de Washington. Et c'est un site sur lequel vous trouvez beaucoup de ressources, à la fois par rapport à la lutte contre l'exploitation des mines, comment se documenter, comment s'organiser. My name is Tony. Water is life.
Merci. Thank you, Ruben. Merci, Aurélie. That was amazing. Maybe probablement notre résistant le plus lointain dans cette... ou un des plus lointains, on a eu aussi des Canadiens. Je fais un petit point de liaison et un point très important. Je vous demande de ne pas quitter la salle avant que j'ai fini ce mot-là, s'il vous plaît. Quand Ruben disait qu'il fallait qu'on fasse attention à nos enfants, parce que c'est comme ça qu'ils vont prendre soin de l'eau et qu'on va réussir à continuer à vivre, nos enfants aujourd'hui c'est le gouvernement. Il va falloir qu'on commence un petit peu à s'inquiéter de ce qu'ils font, parce qu'il va falloir leur apprendre à utiliser et ne pas utiliser l'eau. So we're gonna watch to our government because they are our children. They don't know how to deal with the water. Maintenant, un point de sécurité très important, et je passerai le micro à nouveau à deux camarades, dont David que vous avez déjà vu, mais sur un sujet complémentaire. La police quadrille Mel right now, juste maintenant. La police est partout dans Mel, ils font des scans de vêtements. C'est-à-dire qu'il y a des vérifications de produits potentiellement chimiques déposés hier durant la manifestation par leur nouveau modèle de pistolet dont on ne connaît pas grand-chose. Donc si vous sortez, sortez couvert comme on dit. Voilà. Et je passe la parole à David. Ouais, juste un tout petit complément, deux informations importantes là quand je vois ceux qui nous montrent la voie, ceux qui nous montrent la voie, ceux qui nous montrent l'exemple, ce sont les peuples autochtones. Des indigènes, et moi je me sens vraiment un indigène occidental au fond de mon cœur, quoi. Et ça c'est important, quoi. Donc là, faut être connecté, quoi, les deux pieds sur terre. Et la renaturation, et une collègue chercheuse du CNRS de New York qui travaille sur la renaturation, est une chose fondamentale. Faut qu'on emmène les gens dans la nature, faut qu'ils se reconnectent. C'est que si on est tous connectés, si on arrive à faire ce qu'on fait avec le réseau qu'on est, c'est qu'on est des gens connectés et qu'on est l'eau et qu'on va pouvoir se sauver. Et bien, par contre, il faut être en état de conscience. J'aime pas utiliser ces mots de guerre, quoi, mais il faut appeler une chose comme un chat, merci. Parce que ce que j'ai oublié de parler et qui est complètement fondamental, eh bien, il y a trois personnes. Paul François, qui s'est fait attraper par trois types. Le gars qui a milité contre Monsanto, qui a gagné les procès, il s'est fait attraper le 29 janvier devant son domicile, il s'est fait traîner en voiture, les mecs ils avaient sorti un couteau, il a cru qu'il allait y passer, son portable s'est mis à... non je sais plus, il y a des lumières ou des sirènes qui se sont mis en route, ils ont dit ah ça c'est pour moi, enfin voilà, il a réussi à s'en sortir, mais il a failli être... c'est un gros coup de pression ou exécuté. J'ai mon vieux copain qui est maintenant vice-président de la commission agricole de l'Europe, là, à Bruxelles, Benoît Biteau, qui s'est fait tirer au 9 mm dessus, chez lui, il y a un an et demi, je ne sais pas s'il y a certainement des collègues qui savent ça. Il y a Valentin, le petit Valentin que j'ai emmené à la pêche au camping de la Fresnaye, qui s'est fait défoncer chez lui par deux types cagoulés, laissés pas trop morts, mais bien souffrants, putain d'antibassine, voilà. Et là, c'est Patrick, avec qui on lutte depuis 20 ans, Patrick Picot, le président de Nature Environnement 17, qui a porté tous les recours, qui a fait tomber toutes les bassines. Eh bien, après la manifestation à La Rochelle, la FNSEA, les jeunes agriculteurs sont allés chez lui, ou la Cordo, je ne sais pas exactement s'ils étaient ensemble ou pas, mais toujours est-il qu'il y a une cinquantaine, j'ai pas envie, des exploitants, quoi, parce qu'on ne peut pas les appeler comme des agriculteurs, quoi, qui ont déversé des choses dans son jardin, qui ont tapé sur sa porte avec un marteau, qui ont insulté sa femme et violenté sa femme, et ça c'était il y a 2 jours. Voilà. Allez, un peu de poésie. Paysan, prends la terre. Paysan, ne manque pas d'air. Paysan, main dans la main. Paysan pour nos enfants, pour demain. Stop à l'ère de l'exploitant. Tous demain seront paysans. Pas de pays sans paysans. Paysans pour nos enfants. Cette oppression qu'on a ici en France et ici dans nos territoires, de ce pays français, c'est l'oppression que Magnolia, que Irénée
et que Camilla, que Ruben nous ont témoigné, c'est cette oppression-là qu'on a aussi en France. C'est donc pour ça qu'il faut absolument une solidarité intermondiale contre tous ces systèmes. Et je laisse la parole à François-Xavier qui a un petit mot à nous dire, je vais découvrir. Bonjour. Non, c'est juste deux témoignages très modestes. C'est que là, il y a 3 ans, j'ai plongé dans une bassine en Vendée qui faisait 19 mètres de fond, alors que c'est pas parmi les plus petites, paraît-il. Et j'ai été extrêmement surpris. Il y a 10 cm de visibilité. C'est une eau extrêmement polluée. Il y a toutes les mouettes, les animaux, les oiseaux qui viennent déféquer en surface. Donc il y a un développement de l'eutrophisation qui est considérable. Et ces bassines sont un véritable foyer de grippe aviaire. Alors quand on voit la façon avec laquelle tous les éleveurs, quand on voit tous les éleveurs qui sont persécutés, obligés de tuer leurs animaux à cause de la grippe aviaire, c'est évident que ces bassines sont un véritable foyer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi par rapport à ça, c'est que j'ai découvert qu'en fait, pour lutter contre cette eutrophisation, ils utilisent des produits, le gérant de la bassine m'a avoué qu'ils utilisaient des produits extrêmement toxiques pour lutter contre cette eutrophisation. Je n'ai pas pu savoir quel type de produit, mais ça veut dire que non seulement ils rejettent donc de l'eau qui est extrêmement polluée, d'autre part, de l'eau qui est extrêmement polluée, donc d'une part comme foyer bactériologique considérable, mais aussi bien sûr chimique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on habite une commune, la commune de Saint-Saturnin-du-Bois, près de Mosée. On a tourné 2 documentaires sur justement la nature, l'homme et la nature. Et en fait, on a eu des témoignages extrêmement intéressants des anciens, contrairement, parce qu'on a assisté à une conférence dans les marais de Poitevin, organisée par Bassine Non Merci, où il y a eu l'intervention d'agriculteurs irrigants qui prétendaient qu'à l'époque, le Mignon était sec une bonne partie de l'année. Ce qui est archi faux. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, les anciens qui nous ont témoigné, ont tous dit qu'ils faisaient baigner leurs vaches dans le Mignon toute l'année. Il y a des moulins à eau. Exactement. Et la deuxième chose aussi, la deuxième preuve, c'est que nous, on a filmé notamment un moulin de noix, parce qu'on a découvert dans notre commune, qu'on ignorait complètement, en fait, c'est le pays de l'eau. Il y avait énormément de moulins à eau, dont le moulin à noix de Crochet, par exemple, et qui fonctionnait toute l'année. Donc c'est un mensonge. Et quand ils avancent cet argument-là en disant que de toute façon, le Mignon, ça sèche une bonne partie de l'année, c'est faux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous apporter comme témoignage. Merci François-Xavier. Merci. Ça touche, alors pour les interventions initiales, il y aura peut-être des questions, mais en tout cas, on arrive bientôt à la fin de cette partie-là. Bon, globalement, on va faire quelques questions derrière, mais ça a déjà été long. Si j'ai oublié, je vais faire intervenir du coup, entre autres Massaconnet et de la Fondation Daniel Mitterrand, que pour ceux qui étaient là vendredi, qui n'étaient pas dans le champ de boue de Vanzay, vous avez peut-être déjà vu. Si j'oublie quelqu'un dans la liste, n'hésitez pas à lever la main et à me le dire, parce que du coup, je ne veux pas faire de bêtises. Mais en tout cas, je vais leur laisser la parole, ils sont 5, alors je les présente pas tous et toutes, ils vont le faire eux-mêmes. Et je leur donne les 2 micros. Et un gros merci à la Fondation quand même, c'est dur, ils vont pas se le dire eux-mêmes. La Fondation Daniel Mitterrand a fait partie de ses acteurs et ses actrices, mais en l'occurrence ses organisations actrices. Ah oui. Tu peux couper la ligne pour... Ouais. La Fondation Daniel Mitterrand, comme d'autres organisations, bien sûr, au-delà des trois organisations de tête, a vraiment été une organisation fondatrice et une pierre angulaire de ce qui s'est passé ce week-end, en particulier sur la dimension internationale de cet événement. Donc je pense qu'on leur doit un gros applaudissement, parce que c'était un boulot énorme. Salut toutes et tous, je suis Sylvain, je suis BNM 86, mais je suis aussi d'autres choses. À l'automne, il y a Julien qui a lancé à la fin de la manif. Allez, la prochaine sera internationale. Bon, bah, très bien, donc la prochaine manif, donc celle à laquelle on est, se devait de l'être. Et on a été quelques-uns à se dire, bon, bah, ok, d'accord, cool, c'est bien, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on organise? Qu'est-ce qu'on essaie de trouver comme solution? Tu veux faire un break? Super. Alors, si j'ai bien compris, je suis vraiment désolé, c'est un peu bateau, mais bon, il y a un truc hyper important, c'est qu'il y a une Peugeot 207 bleue, non mais qui bloque un truc une voie vachement importante, et du coup on peut pas se permettre d'attendre si la personne est là. C'est la plaque qui est en dessous, j'ai le droit de la lire? Ouais. Bon, CV 727 TL.
je pense dans le département 40. Et sinon, tu m'as dit? Sinon, au-dessus, il y a des gens qui ont perdu leur papier. Ouais, il y a des gens qui ont perdu leur papier, Loïc et Charlotte, qui se sont retrouvés à la... Delphine, Loïc, Charlotte... Delphine, Loïc, Charlotte... Et puis, c'est marqué. Bah ouais, Delphine, Loïc, Charlotte, et vous présentez-vous à l'accueil. Présentez-vous à l'accueil, voilà, bon. Mais c'est surtout la voiture, il faut vraiment la bouger si vous êtes dans la salle. Voilà. Excuse-moi du coup, Sylvain, tout le monde. Bon, bah c'est pas grave, oui. Bon, le gars qui a la 207, faut bouger. Hein. Donc je ne sais plus du tout ce que je disais, mais c'est pas bien grave, ça fait partie du truc. Donc ouais, bah oui, évidemment, je suis là pour parler à l'international. Donc du coup, alors moi j'ai donc ma deuxième casquette, c'est que je travaille pour la députée de Poitiers, Lisa Bellucco, et Lisa, elle avait envie d'avoir une thématique, enfin elle avait envie d'ouvrir un peu une page dans son mandat sur la politique agricole, et puis évidemment la question de l'eau, parce que la question de l'eau à Poitiers comme ici, on sait très bien qu'elle est tendue, et elle va devenir très tendue à Poitiers, parce que le protocole des 30 futures méga-bassines avance, et tout ce qui, les financements vont bientôt être votés à la clé, etc. On va tous et toutes ici chercher à faire capoter ce protocole. On va y arriver, j'en suis persuadé. Mais on va encore avoir besoin d'énormément de personnes qui s'agrègent autour de la cause et qui s'agrègent sur ce combat. J'en doute pas, et je vois dans la mobilisation de ce week-end justement la multiplication des personnes qui viennent intervenir, et que ce soit en France, que ce soit à l'international, que ce soit au niveau des ONG, que ce soit, voilà, là on sent vraiment une convergence qui est vraiment très intéressante. Donc du coup, voilà, et donc du coup, on a très vite rencontré avec la Fondation Daniel Mitterrand, donc Anaïs et Héloïse qui sont là, vous présenterez. On s'est tout de suite, on s'est vu, et la Fondation Daniel Mitterrand avait envie de s'investir dans le combat, donc je ne veux pas parler pour elle. Et on s'est dit bon bah tiens, let's go, et de là est né tout un travail collectif qui a réuni d'autres personnes, qui a réuni le CRID avec Glauber, si je le dis à peu près bien, et le CSIA aussi qui était présent tout à l'heure, Emmaüs International, et un panel de luttes, de représentants des luttes internationales autour de l'eau. Alors elles ne sont pas neuves, ces luttes internationales autour de l'eau, hein, et c'est d'ailleurs un des grands enseignements de la semaine. Hein, ça fait 50 ans qu'on en parle en France, mais vous, ça fait, enfin, tu en parleras mieux que moi, Massa, mais des dizaines et des dizaines d'années, et que la problématique est là. Et je ne vais pas en dire plus, mais du coup, Héloïse, je te laisse la parole. Et oui, et puis j'ai pas cité, mais il y a aussi Mélissa qui voulait pas venir parler avec nous, qui a représenté BLM, qui est là-bas. Bravo Mélissa. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Peut-être dire, voilà, la Fondation Daniel Mitterrand, anciennement France Liberté, en gros travaille depuis les années 90 à la défense des droits humains, et notamment le droit des peuples autochtones, et a beaucoup été investi sur la question du droit à l'eau, notamment dans les années 2000, au moment des grandes vagues de privatisation suite à la guerre de l'eau à Cochabamba. Et puis après, il y a eu un travail de plaidoyer au niveau juridique pour la reconnaissance du droit à l'eau qui a été reconnu à l'ONU en 2012. Puis après, France Liberté a mené tout un travail de plaidoyer juridique, technique, pour que le droit à l'eau soit appliqué et ratifié en France. Et depuis quelques années, on ne fait plus ce travail de plaidoyer au niveau international, juridique, technique. Plutôt, on a décidé de mettre nos moyens au service des gens qui font les choses dans les luttes ou dans les alternatives, à la base, sur le terrain. Et du coup, ça passe par un peu parfois du soutien financier, mais petit, parce qu'on est une très petite fondation, mais surtout un travail de participer à ces tissages politiques entre les différents écosystèmes à la confluence desquels la fondation elle se trouve. Donc à la fois des espaces militants, des comme Bassine Non Merci et les Soulèvements de la Terre, à la fois des associations de la société civile comme le CRID, comme le CSIA Nitassinan, comme Emmaüs International, et puis parfois aussi des espaces plus institutionnels. Là, on a travaillé avec Lisa Bellucco et Sylvain. Donc voilà, et on a cette position un peu de passerelle, de pouvoir un peu œuvrer à tisser ces compositions
Voilà. Peut-être Anaïs, tu veux raconter un peu le programme de la semaine Oui, ça a été intense, alors il faut que je remette mes idées en place. Donc les personnes de la délégation, donc Leila Stats qui venait du Canada, du peuple Mohawk, Massa Kone qui est ici, Manuel Arroyo qui venait du Chili et Juan qui était exilé en France depuis 4 ans et qui vient de Colombie, et Ercan qui vient du Kurdistan turc. Ils sont à peu près tous arrivés mardi, et mardi soir on a eu la projection du film de Leila Stats au CICP à Paris. Le mercredi on avait une conférence de presse à l'Assemblée nationale le matin aussi avec Julien Leguet de Bassino Merci, Léna Lazare des Soulèvements de la Terre, et oui, la coordination Île-de-France, des camarades de Vitel. Et l'après-midi on avait une journée de travail organisée par Elisabeth Louco et la NUPES. Et je sais pas si tu veux un mot sur ce qui s'est passé. Et, ouais. Et le jeudi, on est venu ici pour partir dans le Marais, et donc le vendredi soir. Le jeudi, il y a eu un temps de travail notamment organisé par le CRID, mais peut-être qu'on va laisser la parole à Globar, qui était très important, justement pour prendre le temps d'échanger avec toutes ces personnes qui étaient venues de loin, et parce qu'on parle beaucoup d'alliances internationalistes, comment on fait du lien entre ces luttes au niveau international, et là on a pris ce temps un peu qualitatif pour échanger concrètement sur en fait comment on y va, quoi. C'est quoi les choses qu'on peut mettre en place, les dates, les hypothèses qu'on peut mettre en partage, et donc et en fait le CRID travaille sur ça, donc peut-être Sylvain pourra rebondir là-dessus. Et après on a rejoint donc avec toute la délégation la mobilisation, donc vendredi, samedi, dimanche, et on est épuisé, donc on n'est pas très clair. C'était un chouette pari de venir ici au Marais Poitevin pour justement essayer de parler internationalisme quand on sait très bien qu'on est face à des enjeux si forts au niveau local, parfois élargir et décentrer le regard et aller regarder ce que d'autres peuples, d'autres personnes font ailleurs. Parfois c'est un peu compliqué, on sait très bien ça, et c'est pour ça qu'on s'est engagé aussi avec la Fondation Donald Mitterrand et toutes les autres organisations qui ont pensé cette semaine de mobilisation internationale, parce que nous au CRID, pour vous dire, on est un réseau d'associations de solidarité internationale basées en France. On existe depuis les années 70, et pour nous l'internationalisme est notre cœur de métier. Et en quoi ça consiste? Ça consiste vraiment à mettre en contact, en articulation, à faire connaître des différents mouvements sociaux, des sud globaux aux nord globaux, pour justement parler et voir en quoi leurs luttes ont des points en commun, en quoi leurs luttes ont des points de divergence, et en quoi certaines stratégies peuvent être transmutées, peuvent être traduites d'un endroit à un autre. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est engagé à venir construire, aider, porter un petit coup de main à cette organisation. Parce que pour nous, c'est très important que ce n'est pas au CRID de parler de qu'est-ce que c'est l'internationalisme, mais c'est au CRID de faciliter éventuellement avec d'autres la venue des gens comme Massa Kone, comme Ruben, comme Manuela, comme Leila, comme Juan, comme Ercan, c'est ça, j'ai du mal à prononcer son nom. Justement parce que notre point de départ, c'est un nouvel internationalisme. Ce n'est plus l'internationalisme du 20e ou du 19e, où un politburo décide quelle est la ligne et qui fait appliquer dans les territoires. Mais c'est un vrai internationalisme qui naît des luttes concrètes, des luttes sur les territoires. Parce que jadis, on disait du local au global, on n'a jamais vraiment réussi à faire ces passages, et c'est là notre pari aujourd'hui, de vraiment aller du local vers le global, mais en passant par des luttes concrètes, par des gens qui sont concrètement mobilisés sur le terrain, qui parient leur vie et leur subsistance dans le futur, et qui sont là pour construire, comme disait le poète russe aussi, qui essayent d'arracher la joie au jour qui file. Donc ces gens-là qui doivent construire l'internationalisme de demain, l'internationalisme d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là. On remercie beaucoup votre lutte, parce que sans votre lutte, il n'aurait pas de sens de parler d'internationalisme aussi avec vous. Et c'est une invitation de prochaine mobilisation de ces gens. Venez aussi, soyez solidaires, venez construire aussi au Mali, aux peuples autochtones d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, au Chili, au Rojava, au Kurdistan, pardon, et ainsi de suite. Venez construire aussi leur lutte
contre l'accaparement de l'eau. On lutte pour l'eau comme droit à tout le monde, comme un droit commun. Et désolé, j'ai déjà trop parlé, je laisse la parole. Je te laisse la parole. Je vais me lever. Excusez-moi, je ne suis pas habitué à m'asseoir et à parler. Je suis toujours levé pour parler. D'abord, je remercie tout le monde. Et j'ai des félicitations aussi à ce que j'ai vu hier. C'était très important. On dit d'internationaliser la lutte. Oui, il faut internationaliser la lutte. Le grand défaut était que la lutte n'était pas nationalisée. C'était mon constat. Comme on le dit chez nous, on peut tout retirer à un étranger sauf le constat. Quand je venais pour la première fois en France, c'était au Larzac avec la Confédération paysanne qui sont mes amis. Il y avait un constat qui m'a tiqué. C'était quoi? Je ne voyais, on était qu'entre paysans. Où étaient les urbains? Ils n'étaient pas là. On dit, ah oui, il faut quand même qu'on arrive quand même à avoir tout le monde dans la lutte, il faut qu'on arrive à avoir tout le monde dans la lutte. Et quand je suis venu pour la première fois pour les bassines, oui, la lutte était trop secteur, il n'y avait pas tout le monde. Hier, quand je suis venu, j'ai trouvé que oui, la lutte est bien nationalisée. Il y a une solidarité qui est là. Et c'est ça qui montre que, autant que le système capitaliste fait évoluer son stratégie pour nous contrôler, et par leur comportement, nous on trouve les moyens de nous adapter et d'articuler nos luttes. Et c'est très très important. J'ai vu, autrefois on voyait dans la salle, soit c'est l'université d'été, dans la salle on voyait tout le monde, mais sur le terrain tout le monde n'y était pas. Mais hier, on a vu une solidarité, une action solidaire par les ONG, les fondations, les élus, les paysans, et c'est ce qui est très important. Ça montre qu'on est en train de comprendre. Il faut qu'on arrive à solidariser d'abord nos luttes, il faut qu'on arrive à s'accepter et à articuler nos stratégies pour pouvoir contrer ces capitalistes, la mafia. Aujourd'hui, ce qui est indispensable pour lutter contre le système, ce qui est indispensable pour lutter contre les oppresseurs, c'est la mobilisation. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge. Ils s'en foutent de nos écrits. Ils s'en foutent de nos études. Ils s'en foutent de tout ce qu'on fait tant qu'on ne les montre pas qu'on est là, vivant, et qu'on puisse se tenir par la main pour avancer ensemble. C'est le plus important. Et c'est pour cette raison que, vraiment, je salue mes camarades de la Confédération paysanne, aujourd'hui, qui sont à la tête du grand syndicat paysan qui est la Via Campesina, d'être là, dans cette lutte, puisque l'eau, c'est pour nous tous. L'eau, c'est notre vie. Je salue aussi mes amis de longue date, qui nous permet aussi de venir avec beaucoup de pression sur les différentes ambassades pour qu'ils nous accordent leur permission, parce que pour eux, cette terre-là les appartient. Donc il nous faut leur permission pour se rendre même visite, pour parler, pour échanger, pour articuler. Ça, je les remercie et les remercier d'être là, au cœur même de la lutte. C'est très important. C'est très important pour la seule raison que ça crée la confiance entre tout ce que font les ONG, les fondations et le monde de la production, le monde paysan.
Et quand on arrive à surmonter, à nous accepter, à bouger ensemble, nous pourrons changer beaucoup de choses. C'est très très important. Et tant qu'on ne bouge pas, nous ne pourrons rien changer entre nous. Et ni nous ne pourrons jamais, jamais, jamais contrer le système capitaliste qui nous contrôle, qui se considère aujourd'hui comme si c'est eux qui doivent décider de notre vie, de quelle eau on doit boire, de quels produits on doit manger, de quel habit on doit s'habiller. Ça veut dire qu'on ne sommes pas libres. Donc, c'est très important quand même d'être ensemble et de changer ça. Un deuxième constat qui est aussi très très important, chez moi, en Afrique, au Mali, en Afrique de l'Ouest, la France, l'Europe, c'est le pays des droits humains. Oui, c'est le pays des droits humains, c'est le pays de la démocratie, comme ils nous ont donné une leçon de démocratie en 1991 pour le multipartisme, pour tout, qu'on appelle l'appel de... je ne me souviens pas. Mais j'ai été très très écœuré de voir hier le comportement de ce pays des droits humains. Vraiment. J'ai compris qu'ils ne peuvent pas aller nous faire des leçons de démocratie chez nous. Si eux, ils se comportent de façon barbare, on peut, je sais que j'ai dit, nos vies ont tous, tu peux tout retirer à l'étranger sauf le constat. Et ce constat est très très important pour moi en tant que des pays où les politiques du système considèrent comme des sous-pays, les pays sous-développés, les individus qui ne veulent rien faire, les individus qui sont barbares, qui ne respectent aucun droit. Le simple droit de manifester par des manifestants pacifiques ont été matés de façon barbare hier. Là, je peux témoigner. Je dirais aussi ce que je viens de voir, vous qui ont pris le temps de sortir un peu de leur confort pour venir braver le froid, la boue, et comprendre que c'est une cause commune et que ça peut nous rattraper jusqu'à dans notre petit confort, dans nos petites maisons, quand on n'a pas beaucoup d'eau pour prendre du vin. Donc, vous pouvez être un point de départ pour la victoire. Partant de tout ce qu'on vient de voir, ça peut être un point de départ pour la victoire. Pour la victoire de la lutte de la bassine, mais pour la victoire de toutes ces grosses injustices qui se font par-ci, par-là, parce qu'il n'y a pas de solidarité. Et tant que la solidarité se construit, la victoire est certaine. Et là, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un après. On ne peut pas quitter ici et on dit bon basta, c'est fini. Il faut qu'il y ait un après. Il faut construire l'après. Qu'est-ce qu'on doit faire demain, après-demain, les jours qui arrivent? Qu'est-ce que nous devrons construire? C'est ce que j'appelle les organisateurs qui ont eu cette tolérance, parce que aller dans une convergence de lutte demande de tolérance. Si chacun reste par son spécificité et dire que je ne bouge pas de mon spécificité, tu ne peux pas converger avec les gens. Si aujourd'hui il y a une convergence, je sais qu'il y a une concession, et je demande aux organisateurs de continuer dans la concession pour que ça puisse servir ici et ailleurs. Je vous invite. Et je finis par dire que ce n'est qu'un début. Et nous devrons tous dire que ce n'est qu'un début. La victoire est certaine. On n'est pas fatigué. Nous irons jusqu'au bout. On n'est pas fatigué. Nous irons jusqu'au bout. On n'est pas fatigué. Nous irons jusqu'au bout. Oui, la victoire est certaine. Merci. Juste pour donner...
pour profiter de cet appel de Massa Koné, pour un rappel à tous et toutes, du 22 au 27 août cette année, en Île-de-France, en Bobigny, on organise la 3e édition de l'université d'été des mouvements sociaux et des solidarités. Plus de 2500 personnes, militants, militantes, des organisations, une 400aine d'organisations pour discuter stratégie, d'organisations des France pour la plupart, mais aussi des internationaux. Et Massa probablement sera là avec nous, avec les autres invités internationaux qui étaient là cette semaine, vont être là avec nous aussi également. Donc on vous invite aux organisations surtout de venir construire cette université d'été avec nous. Voilà. 22 au 27 août à Bobigny, dans l'IUT de Bobigny. Toutes les informations sont sur Internet, vous pouvez les trouver, soit aussi sur les réseaux sociaux d'Attaque, CRI, d'autres organisations qui font partie, Fondation Donald Mitterrand et ainsi de suite. Merci. Je fais juste un petit point technique avant qu'on parte, c'est que vendredi soir, il y a eu ici donc, la table ronde internationale avec toute la délégation. Et d'ailleurs, je remercie le collectif BLA qui est venu pour gérer toute la partie technique des traductions et tous les bénévoles, interprètes et traducteurs. Et dans cette affaire, on a perdu une bonne dizaine, je crois, de radios. Et donc si jamais des personnes qui sont dans cette salle étaient là vendredi et ont retrouvé malencontreusement avec eux une petite radio, n'hésitez pas à la déposer en partant. Voilà. Oui, il y a toutes les conférences, toutes les tables rondes de vendredi soir, les assemblées de ce matin, les tables rondes de cet après-midi, tout a été filmé, tout sera mis sur le site de Bastille Nous Merci. Donc tout le monde qui n'a pas pu assister aux choses pourront vous revoir. Merci Mélissa, merci Bastille Nous Merci, vous faites un boulot de ouf. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, cette superbe début de table ronde avec le téléphone collé sur le micro, vous l'avez enregistré pour avoir ce superbe résultat. Alors, si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, une seule, le temps est trop court, on doit lâcher la salle à 16h, sinon je conclus. Allez, j'ai dit que j'en donnais une. C'est super. Merci. Ce ne sera pas une question, ce sera un témoignage pour avoir passé une bonne partie de la semaine avec la Fondation Daniel Mitterrand et les délégations étrangères, on dit comme ça. Je voudrais un témoignage, c'est qu'on peut construire une lutte internationale, elle peut être détruite facilement car le capitalisme a des capacités d'adaptation incroyables. Nous avons, je passe les circonstances, fondé une vraie collaboration avec l'Ontario au Canada, grâce à un ami brésilien du Minas Gerais, qui avait réussi à des victoires contre Nestlé à São Lourenço, il y a longtemps maintenant, et on a rencontré donc les Canadiens de l'Ontario avec les peuples autochtones des 6 nations. Ensuite, on a pu aller dans le Maine, dans le Michigan, en Floride, et tisser ces relations. L'année d'après, dans les mois qui ont suivi, Nestlé a retiré sur Vittel un projet de pipeline pour amener l'eau aux habitants et permettre à Nestlé de continuer son business. Et 1 an plus tard, Nestlé vendait toutes ses marques d'eau en Amérique du Nord, Ontario et États-Unis. Donc aujourd'hui, les amis que nous avions, et on avait déclenché un mouvement international, ont toujours devant eux les marques de Nestlé dans les supermarchés, mais ils n'ont plus le même employeur. Voilà. Alors nous, on peut tous agir. On n'achète plus jamais de bouteilles plastiques avec de l'eau minérale, on achète des gourdes et on met l'eau du robinet. Merci. Merci. Je vais essayer de conclure. Je vais essayer de conclure pour mettre un petit fil ou essayer de trouver un fil dans tout ça et après on va se libérer pour libérer la salle également. Je pense que ce qu'on a entendu, c'est quand même un certain nombre de situations à la fois d'émancipation ou disons des situations émancipatoires et des situations d'oppression. La nature aujourd'hui, elle est oppressée. Rappelons-nous les mots de Jules quand il se prend son coup de matraque, une blessure parmi 70 autres en octobre dernier. Il disait en fait la violence qu'on subit à travers ces coups, elle est tellement ridicule par rapport à la violence que notre milieu de vie subit. Aujourd'hui, l'oppression capitaliste, l'oppression productiviste sur les milieux, c'est une oppression qui est exactement, qui est aussi une oppression sur les classes populaires, les classes prolétaires. Et ça, il faut qu'on recrée des alliances entre les milieux et les personnes qui ne sont effectivement pas dans l'exploitation de ce monde.
Je suis désolé, je vais être obligé juste de clôturer. L'idée, la perspective dont on a discuté, qu'on a vu avec Le Pays dans le Pays un petit peu transparaître, avec David, je pense qu'avec la Fondation Daniel Mitterrand, il y aura des trucs avec Lisa Bellucco, il y a un certain nombre d'alliés qui vont pouvoir y aller. L'idée, à terme, je vais finir sur la grande idée, je vais commencer par la petite, c'est peut-être d'initier, en tout cas on s'y propose, au moins avec David et moi, je pense que Paul ça va le faire complètement vibrer, du Pays dans le Pays, et sans doute d'autres, c'est de partir d'un syndicat local, un syndicat de bassin versant, qui a une compétence politique générale, et qui est capable de prendre le point de vue à la fois du milieu et des différentes personnes oppressées, personnes humaines ou non humaines, pour réussir à créer des politiques qui arrêtent ces massacres à grande échelle. Parce qu'aujourd'hui, et ça sera sans doute le mot de la fin, l'idée c'est d'arriver à un World Union of Watersheds, une union mondiale des bassins versants. Et parce que moi je vais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai pris un t-shirt parce que vraiment ce que j'ai vu hier, ça nous oblige à une exigence de la plus haute qualité. Non pas une exigence individuelle, on n'est pas là pour pressuriser les individus, mais collectivement, on n'a pas le choix, après il sera trop tard. Moi j'ai la rage contre les bassines, ils passeront pas, nos bassarades, et surtout...